En voilà une ville visuellement terriblement désespérante, à l'esthétique post-apocalyptique, au décor fort atroce. Bienvenue dans la première zone aérienne d'Océania. Bienvenue en 1984. Dans ce roman d'Orwell publié en 1949, le monde est plongé dans un totalitarisme extrême réparti entre trois blocs. L'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. Se revendiquant chacun d'une idéologie différente de celle des voisins, bien qu'elles soient en réalité identiques en cela qu'elles ne cherchent qu'à contrôler sa population, ces méga-pays sont en guerre perpétuelle pour le contrôle de l'Afrique méridionale, de l'Inde et de l'Arabie. La guerre, c'est la paix. Dans le roman, on suit alors Winston, un membre du parti unique d'Océania, Languedoc. Au départ dévoué, il finira par remettre en cause la déification de Big Brother, figure semi-divine autour de laquelle toute la société est tournée. Par son regard et son histoire, on y découvre un univers où le contrôle de l'État est si fort sur sa population qu'il cherche à en contrôler jusqu'à la pensée et jusqu'à son passé. Plongé dans une amnésie générale, le ministère de vérité, ou Miniver en novlangue, réécrit sans cesse les journaux et les livres, modifie les photos et les films, et ce afin qu'ils soient cohérents avec la vérité du jour, qui doit devenir la vérité d'hier et la vérité de demain. L'ignorance, c'est la force. Languedoc a aboli le passé, selon ses termes, et une personne autrefois centrale du parti peut disparaître sans laisser de traces et voir son nom effacé des registres et son visage des photos. Pour ceux qui l'auraient connu, s'en souvenir ou l'évoquer revient à commettre un crime de la pensée et donc s'exposer au même sort. Penser librement est un risque auquel on évite de se confronter. La liberté, c'est l'esclavage. « 1984, c'est le règne de la peur. » Winston voit alors plusieurs collègues disparaître ayant été abolis, et certains de ceux-ci furent parmi les plus fervents défenseurs du régime. Il raconte même l'histoire d'une femme ayant dû effacer le souvenir de son mari de tous les registres au nom du parti, sans qu'elle n'ait aucune explication. Le totalitarisme de Languedoc est si fort qu'il cherche à contrôler tout ce qui est contrôlable, non pas au nom d'une cause politique précise, mais au nom du contrôle lui-même. Le pouvoir est une fin en soi, et celui-ci doit être le plus total possible. Dans le livre, Winston est forcé de reconnaître que 2 + 2 font 5, par exemple, parce qu'on le lui impose, et on attend même qu'il finisse par le croire. Lorsqu'Orwell écrit son livre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il cherche alors non seulement à dénoncer la Russie soviétique de Staline, ce qui en est la lecture que l'on croise le plus, mais cela va bien au-delà. Il dénonce le totalitarisme, qu'il soit nazi, fasciste ou staliniste, qui exploite la misère des gens pour asservir le prolétariat après lui avoir promis son salut. Il cherche à mettre en garde la gauche britannique de laquelle il se sent idéologiquement proche de ne pas tomber béatement dans le soutien des dictatures de l'Est. Ainsi dans le roman, Languedoc est arrivé au pouvoir comme une réponse au capitalisme tout aussi cruel, mettant les enfants à la mine dès 6 ans et exploitant leur corps jusqu'à l'usure, mais lui-même retombera dans les mêmes vices en oubliant les beaux principes qui le conduisaient à la tête du pays. Le livre retranscrit également plusieurs peurs de l'auteur. La mondialisation, avec le globe réparti en 3 blocs ayant gommé les références historiques de leur territoire, la technologie, incarnée par les télécrans qui sont à la fois des outils de diffusion et des caméras, et l'appauvrissement calculé de la langue conduisant à l'ignorance des masses, incarnée par la novlangue. Bon, bienvenue à la maison. Désolé pour l'ascenseur, mais ils font que de le couper rapport à l'économie d'énergie. Lorsque Winston discute avec Syme de la novlangue, le héros l'évoque clairement. Le prolétariat ne parlera jamais la novlangue. Syme, quant à lui, se contente alors de répondre que les prolétaires ne sont pas des hommes. Cela fait écho à un autre slogan du parti. Les prolétaires et les animaux sont libres. Par ailleurs, lorsque Winston utilise lui-même dans le cadre du travail la novlangue, on lui demande de bien faire attention à strictement respecter la norme, cadre dans lequel il doit faire exprimer son style, ce qui n'est pas sans rappeler certaines époques de l'histoire de la langue française, et de la vision d'une certaine académie française. Les prolétaires, quant à eux, utilisent des mots nouveaux ou dévoyés, comme le mot marmite pour désigner les bons pusés ou encore bistrot pour parler des cafés. Parce que les prolos, ils parlent vulgaire. Ils sortent de la norme qu'on leur impose comme une prison, suscitant l'indécence de leurs gardiens, qui eux se donnent la peine de suivre les règles qu'ils édictent pour tous. Cette barrière linguistique naissante et certainement voulue est aussi un moyen d'entériner une fracture sociale que l'on veut pérenniser. En 1984, les prolétaires ne peuvent devenir membres du parti même si aucune loi ne les y empêche, parce qu'il n'existe plus aucune loi écrite. En revanche, il existe des lois tacites, des lois sociales. L'interdiction tacite aux membres du parti de rencontrer des prolétaires, par exemple, ou l'interdiction tacite aux membres du parti de se prostituer, de coucher n'importe comment avec n'importe qui, de se droguer, interdiction tacite de tout ce qui relève de l'obscène ou de l'incorrection, tout cela étant réservé au prolétariat, justement. Jusqu'à l'alcool consommé, le haut et le bas du panier ne doivent pas avoir les mêmes usages, et on n'en a pas les mêmes attentes. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Le parti est une nouvelle caste dictatoriale, menant une guerre à l'extérieur qui justifie la pénurie à l'intérieur, entretenant artificiellement la distinction de richesse entre l'élite privilégiée et la masse paupérisée.
Pour Langsock, cette distinction est nécessaire puisqu'elle permet de maintenir le totalitarisme en place. La langue, comme tout le reste, fait partie de ces outils. Dernier basset du vivre ensemble, dernière chose commune à toutes les classes, elle n'obéit pas encore à cette partition sociétale. La novlangue est un moyen d'y remédier. Non pas en l'imposant à tous, mais en feignant cet objectif pour au contraire dresser un mur linguistique et éloigner les prolétaires de la chose publique. On pourrait y inclure le discours publicitaire, le discours politique, le discours managérial. Cependant, cette vision de la novlangue est très éloignée de celle qu'Orwell cherche à présenter dans son roman. La novlangue ne cherche à convaincre personne ni à ne manipuler par les mots qui que ce soit. Comme il l'est explicitement dit dans le roman, on considère qu'il est indifférent de savoir quelles opinions les masses prolétaires soutiennent ou ne soutiennent pas. Il n'y a rien à vendre, puisque le capitalisme a été aboli et la production comme la distribution est intégralement régentée par le parti. Il n'y a personne à convaincre, puisqu'il n'y a ni élection, ni manager, ni avis à avoir, et il n'y a personne à manipuler par la langue, puisque c'est la réécriture de l'histoire, la guerre et la pénurie perpétuelle qui s'en chargent déjà très bien. C'est vrai pour les gens du parti, chez qui on ne tolère pas le moindre écart d'opinion, et c'est vrai pour le prolétariat, à qui la liberté intellectuelle peut bien être octroyée puisque l'on considère qu'il n'a aucune intelligence. Dans la répartition sociale du roman, il n'y a guère que la minorité décisionnaire du parti face à la masse prolétaire protéiforme, la première aimant le pouvoir et le contrôle alors que les seconds se contentent de les subir. L'idée même d'une planification linguistique décidée par l'entre-soi, à destination des autres de manière verticale, vous place dans la première catégorie, surtout si vous rajoutez un enjeu civilisationnel avec un zèle évangélique pour défendre la démarche qui cible irrémédiablement les classes populaires, quand bien même serait-ce pour soi-disant les sauver. Orwell n'avait que peu de sympathie pour l'intelligentsia occidentale, lui préférant de loin les démunis et les petites gens sur lesquels il a beaucoup écrit. Lui qui a fait des boulots à la con, lui qui a vécu avec les clochards londoniens et dans les asiles de nuit, lui avait un problème avec la verticalité et les milieux bourgeois desquels s'exerce toujours le pouvoir avec oppression. C'était à la base de son fondement marxiste et anarchiste, et le roman véhicule assez bien cette vision politique que l'on lui oublie souvent. Orwell n'aimait guère les prescripteurs, et c'est peut-être bien l'élément primordial de toute son œuvre. Quand un éditorialiste brandit Orwell pour défendre le porte-parole ou la perversion d'un peuple en déshérence, il trahit bien plus que l'œuvre dont on parle. Il trahit l'auteur lui-même. Bon, t'as fini, le temps presse.